Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous revoir. Après avoir exploré les planètes, il est temps de s'intéresser enfin à des corps célestes dont on parle un peu moins, mais qui occupent une place de plus en plus importante dans l'astrologie moderne. Ce sont les astéroïdes. Pendant longtemps, l'astrologie s'est construite autour des planètes visibles à l'œil nu. Puis, il y a des planètes qui sont découvertes plus récemment comme Uranus, Neptune et Pluton. Mais avec les progrès de l'astronomie, des milliers d'astéroïdes ont été découverts dans notre système solaire. Et certains astrologues ont alors commencé à les intégrer dans leurs interprétations, considérant qu'ils apporteraient des informations plus fines sur certaines facettes de notre personnalité. Et contrairement aux planètes, qui représentent les grandes fonctions de la psyché humaine, comme l'identité, les émotions, la communication ou l'action, les astéroïdes sont généralement interprétés comme des symboles beaucoup plus spécifiques et ils permettent d'affiner un thème natal beaucoup plus précisément en mettant de la lumière sur des thèmes plus particuliers comme la manière de prendre soin des autres ou le fonctionnement des relations, les blessures émotionnelles aussi, la créativité, les vocations même, et aussi la sagesse de la personne et comment la personne grandit en sagesse. Qu'il est important de préciser que tous les astrologues ne leur accordent pas les mêmes importances que, par exemple, les planètes. Mais certains utilisent systématiquement avec les planètes. Donc il n'existe donc pas de consensus universel sur leur interprétation, mais leur utilisation appartient à une approche plus moderne de l'astrologie et reste une tradition symbolique plutôt qu'une pratique uniforme. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des astéroïdes les plus étudiés. Ce sont donc Cérès, Pallas, Junon et Vesta. Je vais faire sûrement deux parties sur ces points-là. Donc, Vesta et Chiron, nous allons en parler dans un deuxième épisode. Et pour ce premier épisode sur les astéroïdes, ça sera Cérès, Pallas et Junon. Vous allez voir, j'ai déjà beaucoup de choses à dire sur ces astéroïdes-là. Donc ces astéroïdes-là sont découverts en début du 19e siècle et c'est pour ça qu'ils sont assez récents quand même dans l'histoire de l'astrologie. Nous allons commencer avec Cérès. Cérès, c'est celui qui nourrit, qui protège, qui apprend à laisser partir aussi. Elle faisait partie d'une des planètes naines, mais en astrologie, elle est encore considérée comme un astéroïde. Et en astronomie, on dit que c'est une planète naine. Sur le plan astrologique, donc, Cérès représente la manière dont nous prenons soin des autres, dont nous avons besoin d'être nourris. Donc ça peut ressembler un petit peu aussi à la lune dans la symbolique, mais c'est pas tout
tout à fait la même chose, vous allez comprendre. Donc c'est aussi être nourri émotionnellement, mais aussi physiquement et mentalement. Tout dépend aussi où se trouve, dans quelle maison, dans quel signe se trouve Cérès. Donc c'est le besoin de protection, ça peut être aussi la maternité, la parentalité, comment on va être aussi quand on est avec, quand on devient parent. C'est l'attachement, c'est les soins, c'est la nourriture au sens symbolique, c'est les cycles de perte et de renaissance. Donc, Cérès montre ce qui nous fait nous sentir en sécurité. C'est pour ça qu'elle est similaire à la Lune. Mais elle ne nous parle pas forcément de l'enfance, alors que la Lune nous parle de l'enfance. Elle parle également de notre façon de soutenir les autres et les gens que nous aimons. Dans un thème astral, une Cérès très présente, ça peut indiquer une personne naturellement protectrice, attentive au bien-être de son entourage, ou attirée par des métiers de soins, d'accompagnement, dans la santé ou l'éducation. Oui, tous ces domaines-là. Quand on dit que c'est une Cérès très présente, ça veut dire qu'elle est très proche, très proche d'autres planètes, ou qu'elle a beaucoup d'aspects avec d'autres planètes, et donc elle interagit beaucoup avec le thème. Mais elle peut aussi révéler des difficultés à lâcher prise, une tendance à vouloir tout contrôler aussi pour protéger ce qu'on aime, ou encore une peur de la séparation. Pour vous donner un petit exemple, une Cérès en Gémeaux, ça va être une manière d'être beaucoup dans le mental, avoir un besoin d'apprendre des nouvelles choses intellectuelles souvent pour se sentir stimulé et se sentir bien. Ça va être une manière de donner des conseils à ses proches. Par exemple, pour prendre soin de ses proches, ça va être beaucoup par les mots, par des conseils, par de l'humour, par des choses, tout ce qui concerne le Gémeaux. Et bien sûr, tout dépend dans quelle maison elle interagit. Ça va donner des aspects en plus, des précisions en plus sur le Cérès. Mais par exemple, un Cérès en Bélier, ça va être beaucoup plus une personne qui va aider dans l'action, qui va pas forcer, mais aider ses proches d'une manière un peu impulsive, un peu je fais plein de trucs pour toi, ou je te motive à faire du sport, plus dans la motivation par exemple. Voilà, pour avoir des exemples un petit peu sur Cérès. Donc Cérès montre aussi... non, ça je l'ai déjà dit, pardon. Elle montre la sécurité aussi, donc là où on se sent bien, et on a besoin de ça pour se sentir bien et utile aussi. Donc Cérès en mythologie, ça correspond à la déesse romaine, une déesse romaine qui est assimilée à la déesse grecque Déméter, une déesse romaine et aussi la déesse grecque. Donc Déméter, c'est la protectrice de la terre, des récoltes et de la fertilité. Sa fille, du coup, Perséphone, est enlevée par Hadès. Si vous connaissez cette histoire, elle est assez connue. Et c'est le dieu des enfers. Et donc, dévasté, Déméter cesse de faire pousser les récoltes, la terre devient stérile, et les humains, ils commencent tous à crever de faim. Pardon pour l'expression. Mais oui, ils ont tous faim. Et face à cette catastrophe, Zeus intervient et il met un compromis en place, donc un compromis qui est trouvé. Perséphone passera une partie de l'année avec sa mère et une autre partie dans les enfers. Donc en fait, cette histoire, elle explique symboliquement l'alternance des saisons.
Donc l'enfer, c'est quand l'hiver arrive, quoi. Tout a l'air mort, desséché, puis pas rempli de vie. Et l'été, c'est quand sa fille est avec elle et que du coup, il y a tout qui fleurit, il y a tout été, printemps, quoi. Donc en astrologie, Cérès représente l'amour, autant l'amour maternel que la capacité d'accepter les cycles naturels de la vie. Donc c'est aimer, perdre, laisser partir et retrouver. Par exemple, si je reviens sur l'exemple de Cérès en Gémeaux, ça va être accepter qu'il y a des moments où on est moins stimulé, où on a moins d'idées comme un Gémeaux, et il y a d'autres périodes où on va être rempli d'interactions, rempli d'idées pour aider les autres. On va pouvoir être stimulé et rempli intellectuellement. Et d'autres périodes où ça sera moins le cas, et c'est pas pour ça qu'on est moins intelligent ou qu'on peut moins aider les autres, etc. Par exemple, c'est un petit exemple avec le Gémeaux, vous êtes adapté avec chaque signe. Voilà pour Cérès, c'est déjà pas mal. Nous passons à Pallas. Donc Pallas, c'est la stratégie, l'intelligence et la créativité. Pallas, c'est souvent associé, donc c'est Pallas Athéna, Pallas est reliée à Athéna, mais ça on va voir après. C'est souvent elle est souvent considérée comme l'astéroïde de la sagesse. Elle ne représente pas l'intelligence scolaire, mais une intelligence capable d'observer, d'analyser, de résoudre des problèmes plus complexes. Donc elle symbolise la stratégie, la logique, la créativité, l'intellectuel, l'intuition réfléchie, le sens politique aussi, la capacité à voir des grands schémas. Donc voilà pour résumer un petit peu la symbolique de Pallas. Les astrologues, ils associent souvent Pallas aux personnes qui excellent dans un domaine scientifique ou artistique ou stratégique. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de voir où est Pallas dans votre thème pour savoir un peu vos dons et vos domaines de compétences, d'extrême compétence, quoi. Bien sûr que ça dépend de tout le reste du thème aussi, mais c'est intéressant à voir ça. Une Pallas du coup forte, ce que je disais, peut indiquer quelqu'un qui trouve naturellement des solutions originales ou qui possède une vision globale des situations. Elle est également liée à certaines formes de création artistique, de géométrie ou de l'harmonie qui occupe une place importante. Pour donner un petit exemple, Pallas en maison 12, ça va être comme Pallas, c'est l'intelligence, l'intuition, la stratégie. Ça veut dire la maison 12, c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité, le flou, l'inconnu, la psychologie, l'inconscient. Donc ça va être quelqu'un qui va être très analytique, dans un peu comme quelqu'un de médium ou quelqu'un de très empathique et qui ressent beaucoup de choses qu'elle peut pas forcément mettre en mots. Et donc ça fait un peu tout un paradoxe parce que c'est la stratégie et la logique. Sauf que la maison 12, c'est pas la logique, c'est tout ce qui est au-delà de la logique, tout ce qui nous est inconnu, mais aussi tout ce qui est dans le monde invisible. Donc ça peut être quelqu'un en lien avec la thérapie énergétique, les thérapies de chamanisme, des choses comme ça, parce que il y a cette forte intelligence en lien avec l'au-delà. Mais par contre, une Pallas je sais pas, en vierge, donc l'opposé, ça va être vraiment quelqu'un qui est très très précise,
beaucoup plus dans la matière, dans l'organisation. Elle est quelqu'un de très fort dans l'analyse, dans l'organisation du quotidien. Ça peut être des chirurgiens, par exemple. Ça peut être des personnes... parce que le Vierge, c'est aussi le soin, mais plus dans le corps. Donc, par exemple, le Pallas... bien sûr, ça dépend de tout le thème. Là, je fais des exemples. Pallas en Vierge, dans la maison, je sais pas, 8, ça peut être un chirurgien urgentiste. Par exemple, qui va sauver des vies et qui est très 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 précis dans les réparations des corps physiques après un accident, par exemple. Alors que en maison 12, par exemple, ça dépend dans quel signe il est, mais la maison 12, ça va être beaucoup plus dans l'invisible. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. J'espère que vous avez à peu près compris l'exemple de ce que ça peut donner un Pallas Athéna. Je dis Pallas Athéna, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que Pallas est associé à Athéna en mythologie. Donc Athéna, elle est née du crâne de Zeus. Déjà, donc du crâne de Zeus, on peut bien comprendre que le crâne, c'est le cerveau. Au niveau du cerveau, donc l'intelligence, l'intellect, l'analyse, toutes ces choses-là. Donc, déjà adulte et entièrement armée. Elle est née déjà adulte, en fait. Elle incarne pas la guerre brutale, mais elle incarne la guerre réfléchie. Donc, la stratégie, à la place d'être comme Arès, par exemple, où il agit comme avec impulsivité, Athéna, elle va élaborer une stratégie concrète, claire et douce, plus ou moins douce, pour atteindre ses buts. Elle est aussi la déesse de la sagesse, de la justice et des artisans, de l'architecture aussi et des sciences. Cette symbolique, donc, elle explique pourquoi Pallas est souvent interprétée comme la capacité à utiliser son intelligence avec discernement. Donc, si vous voulez comprendre un peu plus justement où est votre Pallas dans votre thème, c'est là où est vraiment vos dons d'intelligence concrets. Par exemple, la maison 12, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être moins concret, mais ça va être des dons incroyables dans l'énergétique, dans l'invisible, et voilà. Que ça soit dans une maison 7, ça va être un don incroyable dans les relations, par exemple. Bref, voilà pour Pallas, parce que je vais pas m'attarder trop longtemps non plus là-dessus, même s'il y a toujours beaucoup de choses à dire en astrologie. Quand je fais des thèmes, quand j'explique des choses sur l'astrologie, on peut toujours détailler encore beaucoup plus longtemps que ce que je fais, mais sinon les épisodes dureraient beaucoup trop longtemps. Et cet épisode, déjà, je vais pas faire tous les astéroïdes d'un coup, comme je vous l'ai dit au tout début. On continue donc avec Junon, et ça va être le dernier pour cet épisode-là. Voilà. Junon, c'est le partenariat et les engagements. Ce qui est très intéressant avec Junon, c'est de regarder Junon quand tu es en couple. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Junon, c'est l'astéroïde des relations durables. Bien sûr que quand on veut analyser un thème, on regarde et qu'on veut analyser en fonction de comprendre comment on interagit en relation avec notre partenaire et même d'autres relations, pas forcément partenaires. On regarde la Lune, Vénus et Mars. Et bien sûr tout le thème, mais c'est souvent Lune, Vénus, Mars. Et
Junon, c'est très intéressant parce que c'est justement les engagements plus profonds. Du coup, ce que je disais, Vénus, ça parle de l'amour, du plaisir et de l'attirance, et Junon, ça parle davantage de l'engagement. Elle représente le mariage, les partenariats, les contrats, la fidélité, les attentes dans le couple et les compromis. Donc si tu veux comprendre un peu comment toi tu fonctionnes, psychologiquement comment tu fonctionnes, allez voir pas Pallas, pardon, j'étais encore dans Pallas, allez voir Junon dans ton thème. C'est assez intéressant pour comprendre plus en détail ces sujets-là. Donc ça montre ce que nous cherchons dans un partenaire de vie. Elle peut également révéler aussi des déséquilibres qui apparaissent dans des relations, donc les problématiques qui peuvent apparaître dans les extrêmes. Aussi nos besoins profonds dans le couple et les choses qui ne sont pas respectées dans le couple. Les astrologues, ils utilisent parfois, ce que je disais, pour étudier les compatibilités amoureuses, c'est intéressant de voir où est Junon dans le thème chez l'un et chez l'autre, pour comprendre l'engagement important derrière. Un petit exemple pour Junon. Junon en Sagittaire, par exemple, en maison 8. Je ne vais pas tout détailler, mais Sagittaire, ça va être vraiment un enseignant philosophique. Donc, ce que tu vas rechercher, aussi un aventurier. Tu vas peut-être beaucoup rechercher de l'aventure, un peu de épicurien, un partenaire un peu épicurien, aventurier, où vous vivez ensemble vraiment une recherche de sens dans la vie, de l'aventure, du voyage, de la découverte. Mais la maison 8, par exemple, c'est la grosse transformation, c'est les crises. Donc, tu vas peut-être aussi beaucoup de transformer et passer par des grosses crises avec la personne avec qui tu es. Et que tu as besoin de quelqu'un justement qui te fasse, qui te travaille, qui te transforme et qui te fait sortir tes démons, entre guillemets, pour avancer. Donc c'est un peu hard cette position-là aussi, mais par exemple, pour prendre un autre exemple, Junon en Balance, maison... je sais pas, maison 3. Je connais pas super bien cet aspect-là, mais Balance maison 3, ça va être beaucoup plus un besoin d'équilibre, d'harmonie constant, de beauté avec le conjoint. Et dans la maison 3, besoin de légèreté, d'apprentissage constant, beaucoup d'intellect et de relations, de pas être tout le temps seul avec son partenaire, mais partager beaucoup de choses avec lui et avec d'autres personnes autour. Voilà, par exemple, là, comme dit, je l'ai analysé sur le coup, parce que j'ai pris au hasard cet exemple-là, mais c'est pour comprendre un petit peu la dynamique de Junon. Bien sûr qu'on peut aller toujours plus en profondeur. Et justement, pour aller tout petit peu plus en profondeur, mais sur l'aspect mythologique, Junon, ça correspond à Héra. Donc, chez les Grecs, c'est c'est l'épouse de Zeus. Donc, leur union célèbre pour ses nombreux conflits, parce que principalement à cause des infidélités répétées par Zeus. C'est pas super
fou comme relation. Mais malgré ça, malgré ces épreuves-là, Hera, ça demeure la déesse protectrice du mariage et des unions officielles. C'est cette dualité est assez intéressante en astrologie, justement. Et Junon ne parle pas d'une relation parfaite, hein, mais elle parle d'un engagement qui demande des efforts, de la loyauté, des compromis et parfois des remises en question. Donc c'est toujours très intéressant d'analyser les deux Junons d'un thème astral dans un couple. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Pour le prochain épisode, si ça vous intéresse, parce que on va de nouveau parler des astéroïdes, mais de Vesta et Chiron, c'est ce qui reste. Vous allez voir, c'est très très intéressant parce que ça va parler de blessures et de karma et de nos potentielles guérisons également. Je vais pas en dire plus comme ça laisse un peu de suspense pour le prochain épisode. Dans tous les cas, j'étais très très heureuse de faire cet épisode-là sur les astéroïdes, premier épisode sur les astéroïdes. Et avant de vous laisser partir, si vous êtes encore là, je voulais vous remercier pour le dernier épisode sur les planètes. J'ai eu beaucoup de vues et beaucoup d'interactions. Apparemment, ça vous a beaucoup plu, cet épisode-là. N'hésitez pas de me laisser des commentaires, des likes et de vous abonner. Ça me soutient et c'est surtout que ça me fait évoluer et ça me donne envie encore plus d'avancer, même si je reste passionnée malgré tout. Mais c'est toujours agréable d'avoir des retours et de voir que mes podcasts et épisodes vous plaisent en général. Si vous avez aussi des sujets qui vous intéressent, vous pouvez aussi m'écrire avec plaisir et me demander. Je commence à faire des thèmes astrales. Donc si vous êtes intéressé, il y a bientôt mon site internet qui est en ligne, que je mettrai dans la barre d'infos en dessous de la vidéo YouTube. Et je suis également prof de yoga et naturopathe et je vous aide justement dans les transformations de vie, que ce soit des crises, des moments difficiles dans votre vie, physique, émotionnelle ou mentale. J'accompagne individuellement les personnes à se transformer avec des techniques justement naturopathiques, psychologiques, astrologiques. C'est vraiment combiné et chaque accompagnement est unique parce que chaque personne a une vie unique, a des manières uniques de faire. Et donc, j'adapte mes accompagnements pour chaque personne selon leurs besoins. J'ai hâte que vous puissiez découvrir mon site internet qui est bientôt fini, bientôt prêt. Et le fait de parler, ça fait beaucoup d'efforts à fournir malgré tout. Donc je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juillet et au plaisir de vous revoir. À très bientôt pour le prochain épisode. Des bisous.